À la une de cette édition du journal, condamné le mardi 20 mai, Matata Ponyo n'est pas apparu publiquement depuis lors, alors que des rumeurs couraient sur une possible fuite de l'opposant. Son parti politique, le LGD, vient d'alerter sur la disparition de son président national et les LGD a dit prendre pour responsable le pouvoir en place de tout ce qui peut arriver à l'ancien Premier ministre. Après 5 mois d'intenses plaidoyer auprès des États du monde, la RDC a enfin bouclé ce samedi à Kinshasa sa campagne pour le siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. Ça s'est passé ce samedi justement en présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi. À la une aussi, la communauté Bashiba-Vous a dans un communiqué exprimé son inquiétude quant à la disparition du général de brigade Pierre Baniwe-Sizé. Cette organisation a demandé aux autorités compétentes de prouver que celui-ci est encore en vie en autorisant notamment à sa famille et à ses proches de lui rendre visite. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais, à la une, clap de fin pour la campagne de la candidature de la RDC pour le siège de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour l'exercice 2026-2027. La cérémonie de clôture s'est déroulée ce samedi en présence du chef de l'État et des chefs des corps diplomatiques. La RDC était aux abonnés absents dans le concert des nations pendant plus de 3 décennies et entend désormais, à travers ce mandat, jouer un rôle actif dans la revitalisation de la Charte des Nations Unies et dans la promotion du multilatéralisme. C'est sous votre haute impulsion, Excellence, Monsieur le Président de la République, sous la coordination éclairée de son Excellence Madame la Première Ministre et avec l'appui stratégique du ministère des Affaires étrangères, que j'ai l'honneur de diriger, que ce travail a été mené avec rigueur, méthode et conviction. Notre campagne est inscrite dans le schéma de la vision exprimée par le Président de la République devant l'Assemblée générale des Nations Unies en 2023 et 2024 respectivement, lors de la 78e et la 79e session. Ces déclarations ont donné à notre démarche une impulsion politique forte et une légitimité indiscutable. Dès le lancement de cette campagne, des orientations claires ont été données à toutes nos ambassades et missions diplomatiques. L'ensemble de notre appareil diplomatique s'est mobilisé pour faire entendre la voix de la RDC, faire valoir la légitimité de notre candidature et tisser des alliances solides dans un esprit de coopération, de paix et de responsabilité. Nos représentations permanentes à New York, Addis Abeba, Genève et Bruxelles ont mené une série d'initiatives ciblées dans les enceintes régionales et internationales avec un objectif constant, démontrer que la République démocratique du Congo est prête à assumer à nouveau ce rôle au sein du Conseil de sécurité avec responsabilité, compétence et engagement. Vous venez de suivre là la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, qui revenait sur les priorités et objectifs de la candidature de la RDC pour le siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. À la une aussi, la délégation de 11 parlementaires de l'Union européenne en mission humanitaire en RDC a été vendredi face à la presse au terme de son séjour ici dans la capitale. Les députés européens ont appelé toutes les parties impliquées dans le conflit dans l'Est de la RDC à reprendre les négociations conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba. Ces parlementaires ont également réitéré le message de soutien de l'Union européenne au gouvernement de la RDC. 3 jours dans la capitale congolaise Kinshasa, les parlementaires européens se disent suffisamment informés de tous les problèmes liés à la situation sécuritaire du pays. Et c'est grâce aux différentes consultations menées auprès des différentes catégories sociopolitiques. Dans cette restitution à la presse, la chef de la délégation des parlementaires de l'Union européenne, Hilde Votmans, recommande à toutes les parties impliquées dans le conflit de l'Est de la RDC à reprendre les négociations conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous invitons toutes les parties impliquées dans ce conflit
à revenir à la table des négociations établies par l'accord cadre d'Addis Abeba en 2013, et y associant l'ensemble des parties prenantes, des parties garantes, des partenaires régionaux et des entités privées. L'urgence humanitaire étant une question cruciale, au nom du collectif, la députée européenne plaide pour l'ouverture des couloirs humanitaires afin de répondre aux besoins des victimes. Nous appelons tous les acteurs militaires de la région à cesser immédiatement les hostilités, à garantir un accès humanitaire sans entrave, à établir des couloirs sécurisés, à utiliser un fonds aérien pour acheminer du matériel médical, de la nourriture et des biens de première nécessité. La délégation européenne a également condamné l'agression rwandaise tout en promettant d'intensifier la pression pour la mise en application de la résolution 2773. Nous condamnons fortement et sans réserve les actes violents du M23 soutenus par le Rwanda et nous dénonçons leurs tentatives persistantes de déstabilisation de la RDC. Nous réitérons notre appel à la suspension du protocole de l'accord de l'Union européenne avec le Rwanda et nous ferons tout dans notre mandat pour le garantir. De plus, l'Union européenne a affirmé sa volonté de jouer un rôle moteur dans la coordination des initiatives de paix existantes. Et les déplacés ayant fui la guerre dans l'est de la RDC, en particulier ceux venus du nord et du sud Kivu, disent avoir l'impression d'être abandonnés par le pouvoir de Kinshasa. Dans une déclaration poignante lue ce samedi devant le palais du peuple, ces Congolais se sentent plaints du manque criant d'assistance des autorités gouvernementales. Nous avons le regret de constater de manière désespérée de notre abandon prémédité et délibéré par le gouvernement, et c'est en dépit des multiples démarches et rappels dûment faits successivement par les honorables Charles Sebungo et Olive Moutekereza, dont nous remercions en passant. Considérant la situation précaire sociale dans laquelle les déplacés de guerre vivent, depuis le mois de janvier 2025 à ce jour, bientôt 6 mois, et qui engendre des conséquences néfastes et fâcheuses sur la vie de ces derniers, tels que le traumatisme psychologique, les maladies et les décès, étant donné que chaque Congolais a droit à la vie et à la protection par le gouvernement de son pays, déclarons ce qui suit au président de la République et chef de l'État de s'impliquer personnellement afin que les dossiers des déplacés du Nord Kivu et du Sud Kivu qui sont présents à Kinshasa trouvent une solution rapide pour leur épanouissement et stabilité. À Madame la Première ministre et chef du gouvernement d'assurer la prise en charge conséquente à l'égard des compatriotes rescapés de guerre vivant à Kinshasa afin d'éviter une crise humanitaire qui s'annonce déjà. À tous les déplacés de la guerre d'agression, à tous les mouvements citoyens et les forces vives de la nation, de se tenir prêts pour répondre massivement à la série de manifestations pacifiques dans les tout prochains jours. La communauté Bashi-Bahavu s'est indignée de la situation du général de brigade Pierre Baniwe-Sizé, dont il n'a plus eu des nouvelles depuis plus d'une semaine, alors que des médias avaient renseigné sur son arrestation probable à Kinshasa. La communauté est inquiète de la santé d'un de ses ressortissants et a demandé aux autorités compétentes de prouver qu'il est bel et bien en vie, en autorisant notamment à ses proches de lui rendre visite. La communauté Bashi-Bahavu Chinyabuguma ASBL exprime sa vive préoccupation et sa profonde indignation suite à l'enlèvement du général de brigade Pierre Baniwe-Sizé depuis l'état-major général de FARDC à Kinshasa où il était invité. La communauté Bashi-Bahavu rappelle que le général Pierre Baniwe-Sizé travaille sous les drapeaux depuis plus de 30 ans au sein de l'armée
nationale congolaise avec bravoure et dévouement. Les Tignabougouma demandent aux autorités compétentes d'autoriser ces médecins traitants, de lui accorder les soins nécessaires et sa famille de lui donner régulièrement la nourriture correspondant au régime alimentaire auquel il est soumis. Les Tignabougouma demandent au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, au ministre des droits humains et au chef d'état-major des FARDC de s'impliquer pour faire respecter l'honneur et la dignité des officiers généraux et autres personnes militaires engagées à servir loyalement sous le drapeau. La communauté Bachibahavu demande au gouvernement de faire respecter la procédure en matière de droits de l'homme, quel que soit le motif de l'interpellation du précité. Les Tignabougouma demandent à son Excellence, Monsieur le Président de la République et commandant suprême des forces armées de la RDC, d'user de son pouvoir de garant de la nation afin de faciliter la libération du général Pierre Banyasidi, haut cadre militaire disposé à rendre des services loyaux à la nation au sein des forces armées. Et la famille de Kovo Ingila a dénoncé l'enlèvement du député national honoraire, membre du MLC, pour des motifs qu'elle juge fallacieux. Pour la famille, les accusations de connivence avec le mouvement rebelle du M23 est non fondée. L'ancien député national avait démenti formellement à l'auditeur général des FARDC, a dit la famille. Lundi 26 mai 2025, une nuit que la famille de Kovo Félix Ingila n'est pas prête d'oublier, telle que l'attestent ces images captées sur vidéosurveillance. Vers 2 h du matin, un blindé défonce la barrière de sa résidence et des hommes armés s'y déploient avant de l'emmener à une destination inconnue par sa famille, restée bouleversée. Quelques mois plus tôt, en février, une correspondance de ce cadre du MLC, vice-président interfédéral de Kinshasa, sonnait l'alerte sur un complot qui voulait faire de lui un complice du groupe armé et rebelle M23. Un mensonge qu'il a dénoncé et démenti, réaffirmant son attachement aux idéaux démocratiques, comme c'est le cas depuis le début de son combat politique, mené d'ailleurs autrefois dans l'UDPS, aux côtés du chef de l'État actuel, Félix Tshisekedi. Une descente des hommes en armes, déjà au mois de février pour une perquisition surprise, n'avait abouti à aucune découverte compromettante. Sa mère, Léontine Kolopa, lance un cri d'alarme à l'endroit du président de la République lui-même. Président de la République, ngai mama ya Ingila Kovo, ex-Congolais. Ngai nasema komuna yo, pona kosenga te, natanaki mwana ngai. Batindaki bato balobi ozobenga ye. Mais pona bandenge bayaki bakaiza kokanga. Po bayaki na 2 heures. Nazosenga okola mpe balobi na nkombo na yo papa nayebi esika mwana azali sulanga ya na nkombo nayeba esika mwana azali. Député national honoraire, Kovo Félix Ingila jouit d'une réputation honorable et respectable dans la société. Plusieurs sources proches du dossier voient en cette punition une guerre de positionnement politique au sein de son regroupement. Je le disais au sommaire, la dernière fois qu'il avait été vu en public, c'était le 20 mai, lors de la retransmission directe d'une plénière à l'Assemblée nationale, le jour même où sa sentence avait été prononcée par la Cour constitutionnelle, le condamnant à 10 ans de prison. Matata Ponyo serait porté disparu, a alerté ce samedi son parti politique. Dans un communiqué, le LGD a dit prendre pour responsable le pouvoir en place de cette disparition et de tout ce qui peut arriver à l'opposant, dans la mesure où la sécurité des personnes et de leurs biens est une des missions régaliennes des pouvoirs publics. Le parti politique, leadership et gouvernance pour le développement, LGD en sigle,
et ses alliés informent l'opinion nationale et internationale de ce qui suit. En date du 20 mai 2025, la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt dans l'affaire de Boukangalonzo, dans lequel elle condamne le président national du LGD, l'honorable Matata Ponyo-Mapon, à 10 ans de travaux forcés et à d'autres peines complémentaires. Le LGD et alliés rejettent en bloc cette décision inique, arbitraire et inconstitutionnelle, qui n'a rien d'étonnant étant donné qu'elle rentre dans la logique du pouvoir en place, celle de persécuter et de brimer toute voix dissidente afin d'imposer la dictature et la pensée unique comme mode de gouvernance. Par contre, les LGD et alliés signalent et s'inquiètent de la disparition de leur président national au lendemain du prononcé de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, soit le 21 mai 2025, et prennent pour responsable le pouvoir en place de cette disparition et de tout ce qui peut lui arriver, dans la mesure où la sécurité des personnes et de leurs biens est une des missions régaliennes des pouvoirs publics. À cette même occasion, les LGD et alliés dénoncent et condamnent la persécution des membres de la famille biologique de leur président national. En l'espèce, la confiscation par la DGM du passeport de sa fille qui devait se rendre aux USA en date du 30 mai 2025. Pour cela, les LGD et alliés exigent la remise sans condition du passeport de la précité. Par ailleurs, les LGD et alliés expriment leur solidarité aux Congolaises et Congolais victimes des atrocités liées à l'insécurité généralisée à travers la République. Le LGD allié se déclare partant et surtout disponible à adhérer à toute initiative ou appel émanant des Congolais de toutes tendances et de tous bords pour amener la paix et instaurer un véritable état de droit en RDC. Il est depuis le lundi 26 mai le nouveau patron de la police de Kinshasa. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bankoulou a été nommé le 2 avril commandant de la police nationale congolaise pour la ville capitale de Kinshasa en succédant au commissaire Blaise Kilimbalimba, désormais affecté comme commandant de la police dans la province du Haut-Katanga. Mais qui est donc l'homme qui a la charge désormais de protéger les Kinois ainsi que leurs biens? Élément de réponse dans ce commentaire. Une nomination, mais une équation de plus à résoudre. Le commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise confie la ville de Kinshasa au général Israël Kantou Bankoulou. Ce n'est aucunement un privilège, mais une responsabilité. Le résolu doit relever un autre test après celui du Congo central durant les 2 dernières années. Dans la province de la côte atlantique, il laisse des empreintes. Une police jugée prête à relever n'importe quel défi. Voilà les résultats d'un travail acharné. À part la disponibilité, nous devons nous rendre fiers, être fidèles avec notre serment. Mission d'itinérance, action solide menée sur le terrain, dialogue et proximité avec la population, mais surtout le courage d'aller là où le devoir l'appelle. Sur ces images, le général Kantou entame une pénible mission de sécurisation de la frontière congolo-congolaise. Le déclic, la guerre d'agression que subit le pays de la part du Rwanda ayant acquis des terres à Brazzaville au-delà du majestueux fleuve Congo. La vigilance, c'est le trait caractéristique de ce Kino Mwana Masina, forgé dans les entrailles des services de sécurité dès 1985. Né le 4 juin à l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamayemo, l'enfant de Tchangou s'engage dans les rangs des forces de l'ordre par une formation à Maluku. Ce n'était que le début d'une longue carrière qui l'a amené partout au pays. Nord Kivu, Otuele, Mongala, Kwilu, Bandundu, Ituri, Kasaï oriental, Congo central. C'est un véritable homme de terrain qu'il a pu écrire son histoire à la tête de toutes les entités sous sa responsabilité. Avec un bilan élogieux, il sera dans les années 90 la pièce maîtresse dans la mise sur pied de la police d'intervention rapide, aujourd'hui la Légion nationale d'intervention. Pour la patrie, il a veillé et a donné le meilleur de lui-même. C'est ce qu'il se donne de faire encore dans la vie de Daniel Bumba. Au-dessus des défis à relever, les monstres embouteillage, la sécurité grandissante avec le phénomène Kuluna, il ne sera pas un homme de bureau, mais des contacts permanents avec les Kinois. Et les hommes du général Patience Mouchidiav étaient encore sur le terrain ce samedi pour lutter contre les tracasseries policières à Kinshasa. Une fois de plus, les inspecteurs de la police nationale congolaise ont contrôlé les unités de la police territoriale pour plus d'efficacité dans le contrôle routier.
Partout où les hommes du général Patience Mouchidiav sont passés, les constats restent les mêmes. Les arrestations arbitraires et détentions illégales, les amendes transactionnelles exorbitantes. Concernant les travaux de la police de circulation routière, on note plutôt une légère amélioration, mais beaucoup reste à faire. Les OPJ impliqués dans des violations des droits humains et ayant disparu lors de la visite des inspecteurs, leurs chefs hiérarchiques ont été saisis pour que ces derniers soient mis à la disposition de l'IGPNC. Sur l'instruction de monsieur l'inspecteur général, on devait aller dans toute la ville de Kinshasa. Il a dépêché 4 équipes, plus une équipe de supervision conduite par moi-même pour aller voir le comportement tant de la PCR que de la police de la territoriale. Bon, les résultats est tel que pour le côté de la PCR, il y a une nette amélioration. Vous allez voir qu'au moins à 50%, ils tendent un peu à s'améliorer. Mais il y a des cas isolés qui nous échappent. Nous devons continuer. On va voir que la population va remarquer cette amélioration de l'ordre de 50%. L'inspecteur général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiav, invite par ailleurs tout citoyen se sentant lésé par un élément de la police à les saisir gratuitement. L'IGPNC reste en outre très engagé dans la lutte contre les antivaleurs au sein de la police nationale congolaise. Le gouvernement de la RDC s'est engagé à relancer la construction du Grand Tinga malgré le retard dans la mise en œuvre du projet. Le ministre des Finances Doudou Fouamba a pris à bras-le-corps les choses. Les discussions ont repris entre la RDC et la Banque mondiale pour la relance d'un programme d'assistance technique au projet Grand Tinga. Après des années de léthargie, le projet de construction du Grand Inga a repris. Selon les directives du chef de l'État Félix Tshisekedi, dont sa perception du développement place la construction du Grand Inga au sommet des priorités nationales, en confiant la direction générale de l'Agence pour le développement du projet Grand Inga à DPI RDC, à Bob Mabiala. Il a fait de lui la cheville ouvrière du projet. Nous avons eu beaucoup de formations. D'abord, la participation de toutes les parties prenantes et surtout impliquer les différentes couches, puisque nous avons vu les acteurs de la société civile. Dans les acteurs de la société civile, nous avons vu les ONG qui travaillent sur la question de Inga. Nous avons remarqué aussi la présence des communautés locales qui sont impactées par les projets Inga 1 et 2 et qui vont recueillir aussi les nouveaux projets et programmes. Je pense que c'est un élément important. Ce que nous avons retenu, c'est que le projet est allé jusqu'au niveau de la base pour recueillir les avis et considérations. Et que tout ce qui était comme crainte, qui était comme préalable dans ces projets, dans les projets passés, de tous ceux qui sont passés ici, nous pensons qu'avec le nouveau projet, ce sont des préoccupations qui ont été déjà trouvées des réponses. Donc pour nous, nous pensons que c'est un projet, c'est pourquoi nous l'accompagnons, c'est un projet qui répond aux aspirations profondes des communautés et des différentes couches de la population au niveau de Sekebanza, au niveau du Congo central. La Banque mondiale et la République démocratique du Congo ont conclu à une approche de développement programmatique en plusieurs phases sur 10 ans. Ainsi, plutôt que d'être seulement un projet de production hydroélectrique, Grand Inga est un programme de développement économique durable et holistique, non seulement de la RDC, mais aussi de toute la sous-région. La négociation des financements du programme de développement d'Inga 3 s'est déroulée avec succès en avril 2025 entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Il en reste son approbation par les conseils d'administration de la Banque mondiale qui pourra intervenir sous peu. Et le ministre de l'Industrie et du Développement des PME et PMI a lancé officiellement le système national de certification aux normes NCD, marquant un tournant majeur vers une industrie régulée, compétitive et alignée aux standards internationaux. Le projet est piloté par l'OCC et soutenu par l'entreprise Videray Technologies. Ce dispositif moderne de certification s'impose comme un levier de transformation économique et un outil de souveraineté industrielle pour la RDC. C'est dans l'amphithéâtre du fleuve Congo Hôtel de Kinshasa que s'est tenue ce samedi la cérémonie officielle du lancement
du système national de certification aux normes NCD. Un événement majeur présidé par le ministre de l'Industrie, Louis Ouatoum Kabomba, en présence des autorités politico-administratives, des mandataires publics et des partenaires techniques. La cérémonie a débuté par un mot de bienvenue du secrétaire général à l'industrie, puis du mot de circonstance du directeur général de l'OCC, instance qui pilote tout le processus de certification, avant la prise de parole du directeur général de Viderai Technologies, numéro 1 dans la sécurité numérique. Le ministre de l'Industrie a salué la matérialisation d'un processus amorcé plusieurs mois plus tôt. À cette occasion, permettez-moi avant toute chose de rendre un hommage déférent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées, qui est engagé sur tous les fronts, politiques, diplomatiques, sécuritaires et sociaux, pour sortir le pays de la crise sécuritaire dans laquelle nous ont plongé les ennemis de la patrie. Maintenant que le lancement de ce système national de certification n'est pas un simple acte administratif, il constitue un jalon stratégique de notre marche résolue vers l'industrialisation, la compétitivité de notre économie et la protection des consommateurs congolais. La cérémonie s'est clôturée par un moment symbolique, la remise officielle du certificat NCD à la société Marsavco, un geste fort qui matérialise l'entrée de la RDC dans une nouvelle ère. Et en Ituri, l'autorité de régulation de l'électricité a émis 2 avis conformes favorables pour l'octroi à la société Ituri Energy des titres pour électrifier 6000 ménages dans les contrées de Aru, Mahagi et de Ariwara. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité a émis le 21 mai 2025 2 avis conformes favorables pour l'octroi à la société Ituri Energy des titres pour électrifier 6000 ménages dans les contrées de Aru, Mahagi et Ariwara dans la province de l'Ituri. Les 2 avis conformes favorables portant respectivement sur l'octroi d'une licence de production de l'électricité et d'une concession de distribution de l'électricité. Les 2 avis conformes favorables portent respectivement sur l'octroi d'une licence de production de l'électricité et d'une concession des distributions de l'électricité. Recevant ces avis des mains du directeur général de l'ARE, Dr Sandrine Galula-Mubenga, la représentante de la société Ituri Energy, Anna Uroshi Papani, très satisfaite, s'est exprimée devant la presse en ces termes. C'est une grande satisfaction pour moi et pour la société Ituri Energy Corporation, et cela va pour l'intérêt de toute la population de la province de l'Ituri, précisément pour les territoires des Mahagi et des Aru. S'adressant au directeur général de l'ARE en particulier, elle lui a exprimé sa gratitude pour son professionnalisme, mais aussi pour la rapidité avec laquelle leur dossier a été traité. D'autre part, Anna Uroshi Papani a sollicité l'appui de l'ARE pour faciliter la délivrance rapide de documents transmis à l'autorité compétente afin que les travaux puissent démarrer sans délai. Il faut dire qu'avec ce projet, près de 6000 ménages et de nombreuses petites et moyennes entreprises pourront être desservies en électricité d'ici fin juin 2026. Consécutivement à la remise officielle des avis à la société Ituri Energy, Dr Sandrine Ngalula-Mubenga a accordé une audience à Mwanza Amisi Singoma, l'un des associés de la dite société avec qui les échanges ont tourné autour des activités de ces dernières. À cette occasion, la situation de l'évolution du projet de Mahidro à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental a été passée en revue. La gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a consacré la journée des vendredis derniers à la visite d'inspection des infrastructures publiques en construction aux encablures de l'hôtel du gouvernement. Il s'agit notamment des 2 bâtiments jumelés du nouveau gouvernorat, de la salle des spectacles et du village des congrès. Pour cette visite, elle s'était faite accompagner du président de l'Assemblée provinciale et du président du conseil municipal qui ont tous salué l'évolution des travaux et l'engagement de la gouverneure.
amener les élus provinciaux et municipaux à palper quelques ouvrages figurant sur la liste des inaugurations en marge de la 12e conférence des gouverneurs des provinces, c'est le bien fondé de la visite d'inspection effectuée par la gouverneure du Lualaba. Accompagnés des députés provinciaux conduits par leur président Jean-Marie Kasséa Tchingambo et des conseillers municipaux, Marie-Thérèse Masuka Saini a commencé par les bâtiments jumelés du nouveau gouvernorat de province. La construction a déjà pris fin et les 2 bâtiments sont même luxueusement équipés, constat fait par la gouverneure Masuka. Marie-Thérèse Masuka Saini a conduit ensuite ses hôtes sur le site de la salle de spectacle qui a la capacité d'accueillir au moins 1500 personnes. Grande était la surprise de ces représentants du peuple, ce qui n'a pas empêché Kasséa Tchingambo d'extérioriser sa fierté de voir la gestion d'une femme qui fait rayonner avec brio la vision Tshisekedi dans la province cobaltifère. Personnellement, je suis épaté. Parce que je suis au Lualaba, mais je ne peux pas comprendre que madame est en train de construire des choses de cette valeur. Je me croyais à Indaba. Moi, j'ai déjà été à Indaba. C'est presque la même chose qu'Indaba, mais au Lualaba. C'est pourquoi je vous dis toujours, je milite pour la stabilité des institutions en province. Parce que s'il n'y a pas de stabilité, il n'y aura pas de développement. C'est grâce à la stabilité des 2 institutions de l'Assemblée provinciale et de l'exécutif provincial, ça permet à madame de réaliser le plan quinquennal. Les gens peuvent raconter, mais nous, députés, nous sommes conscients, même quand les autres viendront, ils vont dire Lualaba a la chance d'avoir une femme comme gouverneur. S'exprimant au nom des conseils municipaux, Ludovic Carrage a affirmé qu'il faut de la volonté et de l'amour pour gérer ses administrés avec une telle vision. Je ne s'attendais pas à ce qu'il y ait ces réalisations dans cette province. Au nom de tous les conseillers communaux du Lualaba, nous félicitons Madame la gouverneure et nous demandons à toute la population de continuer à être derrière elle parce que ces réalisations sont impossibles à réaliser si on n'a pas un cœur d'une mère. Donc nous disons cela, nous sommes derrière elle et que toute la population soit derrière elle et qu'ensemble nous puissions, au moment où le chef de l'État va arriver, que nous allions les recevoir pour lui montrer que Lualaba a une vision, Lualaba de l'avenir. L'autorité provinciale a clôturé sa tournée par la salle village de congrès et les appartements connexes. Ce bijou n'attend que les meubles pour être livré au gouvernement lualabais. Dans le Haut-Uélé, le ministre provincial près du gouverneur de province en charge des affaires coutumières, Sa Majesté Janvier Mambo Banto, est très déterminé à mettre fin au conflit du pouvoir coutumier dans l'ensemble de la province. Ce samedi, un débat mixte entre les 2 chefferies et membres de la société civile a été ouvert dans la salle polyvalente du territoire de Faradje. Dans le cadre de la recherche de la paix entre la chefferie Logodoka, qui est gérée par Sa Majesté, Agoma Niyebe et la chefferie Dongo en territoire des Faradje, le ministre provincial près du gouverneur de province en charge des affaires coutumières et actions humanitaires, Sa Majesté Janvier Mambo Banto, a ouvert un échange entre les 2 chefferies en vue de trouver des solutions idoines. Vice-gouverneur a venu à Farad, ministre a venu à Farad, député a venu à Farad, mais bisonne de l'autre niveau de ça, valeur de ça, à monter. Il y a un autre collier, autour de la oui, on va aller là, on va aller basta la ligne, pas de Sopingai, la molinga rangai, la voisine, la petite frère, la grand frère, Ces réunions, organisées sous l'impulsion du gouverneur de province Jean-Baptiste Togambou, vont se dérouler pendant des jours et seront sanctionnées par une résolution finale. Pour rappel, le ministre provincial des Affaires coutumières a reçu la mission de l'autorité provinciale, celle de rechercher la paix au conflit du pouvoir coutumier sur toute l'étendue de la province du Haut-Uélé. bakenda na Carrefour mpona kotia profite ezali mpona kotia message na kimia po lobi ntango bakozonga bapesa mpe message na population na mboka ezala message na suka kimia eya na kati na mboka na biso. C'est dans le territoire de Wamba, Nyangara, Faradje qu'il a débuté sa ronde et va la clôturer à Ouatsa avant de retourner à Isiro pour d'autres charges d'élite.
On va terminer en santé. La clinique Oasis de Vie organise une campagne de chirurgie pour diverses pathologies oculaires, notamment la cataracte, le glaucome et le décollement de la rétine, pour ne citer que celle-ci. Les consultations sont déjà en cours et les interventions chirurgicales se dérouleront du 1er au 4 juillet 2025. Avec du matériel professionnel, la clinique Oasis de Vie œuvre pour le bien-être sanitaire des Congolais. Cette campagne concerne les problèmes ophtalmologiques. La clinique Oasis de Vie apporte une solution avec la chirurgie des différentes pathologies de l'œil, dont la cataracte, le glaucome, le décollement rétine, trou maculaire, la vitrectomie, ptérygion, trabéculectomie et capsulotomie au laser Young. Ces opérations sont assurés par le docteur Hardy Richard, spécialiste de la pathologie, qui est de la nationalité hongroise. S'il n'y a pas de complications, cette chirurgie prend entre 5 et 10 minutes, pas plus. Quelquefois, nous avons des interventions qui peuvent prendre 12-15 minutes maximum. Les consultations ont déjà commencé du 26 mai au 30 juin 2025, moyennant $10, et les interventions chirurgicales interviendront du 1er au 4 juillet 2025. Les consultations sont déjà en cours, comme je venais de le préciser. Moyennant $10, vous avez la possibilité de consulter nos ophtalmologues, mais surtout de retrouver votre vision. Nous demandons à toutes les personnes qui ont des problèmes de vision de bien venir visiter la clinique Oasis de Vie. Certainement que vous avez été ailleurs, mais vos problèmes n'ont jamais été résolus. Il serait très important pour cette fois-ci d'essayer avec la clinique Oasis de Vie. Vous avez plusieurs témoignages, comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis, donc vous serez également guéris de vos différentes maladies de l'œil. Pour retrouver la clinique Oasis de Vie, c'est aux adresses 6050 avenue Kabambare, quartier Ndolo, Beaumarchais, commune de Barumbu, mais aussi au 876 avenue de la Justice, commune de la Gombe, à l'immeuble Rosemol, derrière l'immeuble Intelligent. On va passer au rappel des titres de ce journal à présent. Condamné le 20 mai dernier, Matata Ponyo n'est pas apparu publiquement depuis lors, alors que des rumeurs couraient sur une possible fuite de l'opposant. Son parti politique, le LGD, vient d'alerter sur la disparition de son président national et le LGD a dit prendre pour responsable le pouvoir en place de tout ce qui peut arriver à l'ancien Premier ministre. Et après 5 mois d'intenses plaidoyers auprès des États du monde, la RDC a enfin bouclé ce samedi à Kinshasa la campagne pour la candidature de la RDC pour le siège non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'exercice 2026-2027. Ça s'est passé ce samedi en présence du chef de l'État. Dans l'actualité aussi, la communauté Bashiba-Avou a dans un communiqué exprimé son inquiétude quant à la disparition du général de brigade Pierre Banioué-Cizé. Cette organisation a demandé aux autorités compétentes de prouver que celui-ci est encore en vie en autorisant notamment à sa famille et à ses proches de lui rendre visite. C'est par ici donc que va se refermer et s'achève ce journal. Merci à vous tous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Télé 50, votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.